Om Shanti, alors bienvenue à cette première conférence de l'année. Et ce que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est adopter le niveau de contentement. Je trouvais que c'était important de bien débuter l'année avec un niveau élevé qui va nous maintenir dans un bonheur intérieur tout au long de l'année. On va découvrir pourquoi on perd notre bonheur, pourquoi on reste pas dans le niveau de contentement, pourquoi on se laisse si facilement perturber, ébranler, puis comment on va faire pour que ça ne nous affecte plus toutes ces situations-là qui se présentent dans notre vie. Parce que adopter le niveau de contentement, c'est en fait choisir de rester heureux, qu'importe la situation. On sait que depuis notre jeune âge, selon notre vécu, on a créé plein d'habitudes sur notre façon de répondre aux situations. Et cette façon de répondre aux situations nous a fait perdre notre niveau de contentement. Donc on va explorer aujourd'hui comment habiliter notre esprit à désapprendre ces modes de fonctionnement automatique qu'on a acquis depuis plusieurs années pour pouvoir maintenant parvenir à maintenir ce niveau-là de contentement. C'est possible. Je vais vous demander, est-ce que vous avez la croyance que c'est impossible de rester constamment heureux, constamment contenté? C'est-tu impossible? Ça peut pas exister, ça, du monde qui sont constamment heureux. Il y en a qui ont leur croyance là-dessus. Est-ce que vous répondriez à ça? C'est possible d'être heureux longtemps, mais toute la vie, hein. C'est possible d'être heureux longtemps, mais des fois on peut réussir à le perdre un peu. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes, tout à fait. Alors, on vit dans une époque où il y a le stress, la peur qui sont constamment entretenus par la société moderne, hein. On a juste à écouter les médias, on voit que ça a beaucoup un impact sur notre bien-être intérieur, sur notre mental. Ça vient nous affecter ce qui se passe dans le monde ou ce qui se dessine à l'horizon pour notre avenir, ce qui se passe dans les autres pays. Oh, ça peut générer beaucoup de stress. Et il y a aussi des situations personnelles qui peuvent nous arriver, puis qui peuvent aussi venir facilement nous ébranler. Si on regarde un petit peu des fois les gens qui vivent du stress par rapport au surplus de travail dans leur milieu de travail, là, surplus de tâches, il y a aussi beaucoup de peur que les gens vivent. Ça peut être face à la maladie ou peur de perdre un être cher. Ou bien on a souvent aussi des situations où ça peut être des soucis monétaires, hein, parce que l'inflation augmente et puis le salaire ne suit pas toujours. Ou des fois, il peut arriver des situations où on a des empêchements de continuer notre travail, on tombe en dépression, on perd notre travail. Il y a toutes sortes de situations qui viennent perturber l'âme. Et le plus souvent aussi, les deuils, quand on perd un être cher, des fois c'est difficile à passer à travers cette épreuve-là. Puis on a aussi des fois des relations toxiques, hein? On a des gens autour de nous qui nous causent beaucoup de soucis, ça crée des conflits. Alors tout ça, oui, ça peut venir nous ébranler, puis on sent plus qu'on est heureux à l'intérieur. Alors, par contre, il y a certaines personnes qui vivent du stress, de l'anxiété, de la tension, des peurs, de la tristesse, de la solitude. Pourquoi certaines personnes qui vivent tout ça, ils sont très ébranlés, alors qu'il y en a d'autres qui vont vivre des situations similaires, puis ils ne seront pas autant affectés? Qu'est-ce qui est différent d'une personne à l'autre? Hein, il y en a qui vont perdre un être cher, qui vont être affectés pendant des années, et d'autres vont s'en remettre beaucoup plus facilement. On peut penser qu'ils l'aimaient pas tant, mais non, ils peuvent vraiment avoir une solidité intérieure qui leur permet de passer plus facilement à travers les épreuves. Fait qu'on va essayer de développer ce pouvoir en nous pour passer à travers les situations. Puis comment on va y parvenir? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ce soir. On va essayer de vous donner des outils pour parvenir à, je dirais, moins longtemps rester perturbé. Parce que oui, la situation survient,
Ça crée une émotion. On n'a pas le choix, le corps va nous parler, le corps va nous donner un indice. Mais c'est à nous de voir, est-ce que je vais rester ébranlé sur une longue période ou je peux m'en sortir beaucoup plus rapidement? C'est pas nécessaire que ça dure toute la journée, même pas 1 heure, même pas 5 minutes. Il y a moyen de vite se stabiliser. C'est ce qu'on va essayer de vous donner, ce pouvoir-là. Fait que, on peut commencer par regarder ce qui nous empêche d'être pleinement heureux. Parfois, on se voit en train d'utiliser des mais, M-A-I-S, là, qui se présentent à notre esprit. Si vous voyez parfois utiliser le langage j'aimerais pouvoir choisir de rester pleinement heureux, mais j'ai peur de perdre mon emploi, ça m'empêche de rester heureux. Ou j'ai des problèmes de santé, ou j'ai tellement peur d'avoir la grippe, ou j'ai pris des mauvaises décisions dans le passé, puis je continue de ressasser ça, puis de regretter, j'ai encore des remords par rapport à ça. Ou bien j'ai été trahie, on m'a menti, ça m'a beaucoup blessée, puis je me fais beaucoup de peine avec ça. J'ai perdu un être cher. Souvent, des fois, il y en a pour qui ça peut être long là, avant de se remettre de cette émotion-là. Et parfois aussi, des gens peuvent vivre beaucoup de solitude. Il y a parfois aussi des pensées négatives envers le soi, ou des jugements, des critiques envers les autres. Alors, chaque fois qu'on se voit en train de dire j'aimerais ça être heureuse, mais j'ai telle chose qui se passe dans ma vie. Fait que surveillez, essayez de les repérer, ces mais-là. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est quoi qui bloque à l'intérieur de vous? Et on va voir aujourd'hui qu'en fait, ce blocage-là est dû à une perception. On peut tout de suite se demander, est-ce qu'il y a un événement qui existe dans la vie qui me condamne à rester malheureuse? Est-ce qu'il y en a qui pourraient trouver un événement qui condamnerait une autre personne à rester malheureuse? On a vu des gens passer à travers des très difficiles épreuves. Hein. Ce n'est que les réfugiés, les gens qui sont expatriés de leur pays, les gens pour qui leurs enfants ont été tués sous leurs yeux dans des guerres. Hein, il y a des situations tellement pénibles. Est-ce que ces hommes-là, qui ont vécu des situations aussi grandioses, aussi catastrophiques, sont condamnés à rester malheureux le restant de leur vie? Ensuite, notre cœur dit non, ils ne sont pas condamnés à rester malheureux. On a vu des personnes qui se sont reprises en main, puis ils ont été capables de passer à travers l'épreuve. Il y en a par contre qui vont rester affectés. Ils vont garder constamment ça dans leur esprit. Alors tout de suite, il faut adopter la croyance. Personne au monde n'est condamné à rester malheureux le reste de sa vie. Et si on n'est pas condamné à rester malheureux le reste de notre vie, si notre cœur est facilement capable d'adopter cette croyance-là, que personne qui est condamné à rester malheureux, à ce moment-là, est-ce qu'une personne est condamnée à rester malheureuse plus qu'1 an? Non. Plus qu'1 mois? Pourquoi qu'elle serait condamnée à rester malheureuse plus qu'1 mois? Plus qu'1 jour? Tu sais, voyez-vous, on peut choisir de ne pas se condamner soi-même à rester malheureux. On peut choisir de se sortir de cette impasse. Parce que les situations sont extérieures à nous. Puis nos émotions, elles sont intérieures. Elles sont créées par moi. C'est moi qui génère mes propres émotions. Oui, vous allez me dire, elles sont déclenchées par les situations extérieures. Oui, c'est vrai. Les situations extérieures vont déclencher des émotions. Et ces émotions-là vont être reliées à quelque chose qui nous appartient. Si je suis si malheureuse d'avoir perdu cet être cher-là, c'est parce qu'il y avait en moi un attachement qui a créé cette immense peine à l'intérieur de moi.
toutes les situations, elles sont à l'extérieur, mais elles ne sont pas permanentes. Tout à l'extérieur est en changement. Alors ça ne restera pas le reste de ma vie. Fait que mes émotions, c'est moi qui les contrôle. Les situations extérieures, je ne peux pas les contrôler. Elles se présentent face à moi. Puis ma façon de ressentir la situation à l'intérieur de moi, c'est un indice que mon corps me donne. Je vais ressentir une émotion, du stress, une peur, de la peine, qu'importe la situation qui se présente, elle m'appartient, cette émotion-là. Et elle est reliée à des perceptions que j'ai, des perceptions de la situation. Et nous, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Il y en a qui ont une forte intelligence émotionnelle et il y en a d'autres qui sont très faibles à ce niveau-là. On peut devenir beaucoup plus intelligent émotionnellement. Et c'est pour ça, des fois, dans les grandes entreprises, au lieu de faire juste l'élaboration des compétences, essayer de vérifier si les gens ont les compétences, souvent les gens ont les compétences qu'il faut. Ils ont fait la formation, ils ont pris des cours, ils ont leur diplôme, ils ont la compétence. Mais maintenant, de plus en plus, on va accorder de l'importance à l'intelligence émotionnelle. Est-ce que la personne est facilement perturbée si un collègue lui parle de façon pas très respectueuse, lui parle avec autoritarisme, avec manque de respect? Bon, ben, si on voit que la personne est perturbée puis elle prend congé le lendemain parce qu'elle est malade, parce qu'émotionnellement elle est trop perturbée, ben, elle ne sera pas choisie comme employée. On va plutôt choisir l'autre qui a l'air beaucoup plus stable. Fait que c'est important de développer son intelligence émotionnelle. Ça se développe parce que c'est moi qui est le maître de mes émotions. Alors, je vais vous partager ma diapositive. Situation-là. Pourquoi sommes-nous parfois émotivement si ébranlés? Ce qui arrive, c'est que on a créé ce qu'on appelle des sanskars. Et c'est à cause de nos sanskars qu'on est ébranlé. Et ça, c'est relié à nos habitudes anciennes qu'on a développées depuis notre enfance. Ou à des situations qui sont présentées plus tard et qu'on a développé ces sanskars-là de se laisser émotivement ébranler par ce genre de situation-là. Et là, on va découvrir, vous allez sûrement que dans votre intellect, il se pose la question, c'est quoi les sanskars? Hein? C'est un mot qu'on apprend quand on prend les cours de méditation Raja Yoga au tout début. Dans le cours d'introduction à la méditation, on vous parle de 3 facultés qu'on a dans l'âme. Nous, l'âme, quand on arrive dans le monde corporel, on arrive avec 3 facultés qui restent dans l'âme de vie en vie. On peut avoir eu plusieurs vies, plusieurs incarnations, et dans chaque incarnation, ça suit l'âme, ces 3 facultés-là. Notre esprit, notre intellect et nos sanskars. Alors, pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est l'esprit? Juste un petit résumé rapide du cours lui-même. Si vous n'avez pas encore pris le cours de méditation, je vous invite vraiment à le prendre. Ça va vous donner vraiment beaucoup d'outils pour rester justement heureux. Alors, l'esprit, c'est la faculté qui crée des pensées, notre imagination. C'est cette faculté-là qui est le créateur des pensées. Puis, il y a des pensées aussi qui se présentent spontanément sur l'écran de mon esprit et ces pensées-là qui se présentent spontanément, c'est des pensées qui me viennent de ma banque de mémoire, ce qu'on appelle les sanskars. À force d'avoir des types de pensées, on s'est mis à développer des habitudes et ça s'est enregistré dans l'âme, un peu comme dans le disque dur de l'âme, qui fait que ça crée des habitudes, des sanskars. Puis, nous, on a une autre faculté importante qui est l'intellect. L'intellect, lui, ça, c'est l'intelligent. Et c'est là qu'il faut développer notre intelligence émotionnelle. Lui, l'intelligent, il est capable d'évaluer la qualité des pensées qui viennent d'être créées sur l'écran de mon esprit. Puis ça serait bien qu'il reste alerte parce que s'il n'est pas alerte, puis il réalise pas qu'il est en train de penser des choses très négatives, puis qu'il l'amène dans des perturbations émotivement très
désagréables et qui peuvent même lui faire créer des erreurs, des conflits avec d'autres personnes. C'est important que l'intellect reste alerte pour voir qu'est-ce que je suis en train de faire là. Pourquoi je suis bête comme ça? Pourquoi je lui réponds comme ça? Pourquoi je réagis? Pourquoi je me mets en colère? Ou pourquoi j'adopte l'attitude de triste et puis de être complètement perturbée par rapport à ça. Tout ça, ça se crée dans les sanskars, dans l'habitude de réagir comme ça. Mais l'intellect, lui, est en mesure de faire réaliser à l'âme que c'est ça qui te rend malheureuse. C'est là qu'il faut changer quelque chose. C'est grâce à l'intellect. Parce que les sanskars, c'est les habitudes, c'est les façons habituelles qu'on a développées pour répondre aux situations. On appelle ça aussi la personnalité. C'est ce qui est emmagasiné dans notre subconscient. Puis tout est enregistré dans l'âme. Tout ce qu'on a vécu, nos façons de penser, de réagir et tout ça, c'est tout enregistré dans le subconscient. Alors, comment ne plus avoir en tête des pensées telles que « Ah, c'est compliqué, j'y arrive pas, je suis donc bien nulle, il dit n'importe quoi, elle comprend rien. » On a toutes sortes de pensées comme ça, des fois, qui vient qu'on devient impatient, puis qu'on perd le nord. On perd le contrôle de nos émotions. Alors, je vais vous partager ma prochaine diapositive pour décortiquer c'est quoi un sanskar. Comment ça se crée. L'image qu'on retrouve dans le monde physique, on pourrait le comparer à un câble coaxial. Vous avez déjà vu ce genre de câble-là? On avait ça là, parfois, je pense, avec les télés. Là. Autrefois, le câble, quand on dit je me branche sur le câble. Alors, si on regarde l'extérieur ici, le noir, ça, c'est ce que les gens vont voir. C'est les actions qui sont enregistrées dans l'âme, mais c'est ce que les autres voient à l'extérieur. Puis, en dessous, il y a une petite partie en métal qui entoure cette partie-là, qui, elle est l'émotion qui a déclenché ce genre d'action-là, ce genre de réaction-là par rapport au comportement. Alors, cette fine couche de petits métal entrelacés, là, comme ça c'est l'émotion. Mais d'où nous vient cette émotion-là? Pourquoi ça a créé cette émotion-là? C'est le déclencheur de l'émotion, qui est le petit plastique ici. La situation extérieure a déclenché cette émotion-là, qui a fait que j'ai réagi de cette façon-là. Ça va jusqu'ici? Hein? Parce que les situations extérieures vont déclencher ça. Mais pourquoi ça a déclenché telle émotion? C'est que c'est la perception. C'est lui qui est le conducteur. Quand on branchait quelque chose dans le mur là, avec notre télé, ça prend le petit fil ici en cuivre qui a fait que ça l'a fait passer le courant. Alors ça, c'est la perception que j'ai de la situation. Et c'est ça qu'il faut maîtriser. C'est que si ma perception est négative, la situation va déclencher l'émotion négative qui va faire que je vais réagir avec ce comportement-là. Ça va? Alors, ce qu'il faut travailler, c'est la perception de la situation. Il ne faut pas donner de l'importance au déclencheur, pensant que c'est lui le responsable de mon émotion. Non, c'est ma perception de la situation qui a déclenché cette émotion-là, puis qui a fait que ça a été enregistré comme une situation qui est pas heureuse, qui est pas acceptable, que ça devrait pas être comme ça, qui nous fait avoir des types de pensées qui font qu'on perd notre contentement. Alors, c'est important de réaliser cette partie-là qui est notre perception de la situation. Et notre perception, elle est basée sur notre croyance. Il y a une programmation qui s'est enregistrée dans ma conscience dans le passé. Et cette croyance, c'est elle qui est à la base de ma réaction, de mon comportement. C'est le vrai responsable de mon émotion. C'est pas le déclencheur. Pour bien comprendre ça, je vais vous donner un exemple.
J'ai amené une amie chez ma sœur qui a un chien. Elle ne savait pas qu'elle avait un chien, ma sœur. Sinon, elle ne serait pas venue. Mais c'est quand on est arrivé au chalet que tout de suite, quand elle a aperçu le chien, ça a été la panique. Elle ne pouvait pas être en présence du chien dans la même pièce. Elle paniquait. Alors, voyez-vous, la situation, ça c'est le petit morceau de plastique, là, ça c'est le déclencheur qui a déclenché l'émotion. Mais tout ça, c'est parce qu'elle avait une perception qu'un chien, c'est dangereux. Elle avait déjà vu un chien dans son enfance qui a mordu le petit voisin. Le voisin s'était fait mettre une bonne mordée dans le mollet, le petit garçon. Fait que, elle, enfant, elle a adopté la croyance que les chiens, ça mord, puis ça peut me mordre. Parce qu'elle a vu faire ça. Alors, elle a adopté tout de suite cette croyance-là. Même si c'est une fausse croyance, c'est pas là la question. C'est que ça faisait partie de sa croyance. On a beau lui dire, non, non, il est pas dangereux, il mord pas, c'était plus fort qu'elle. Elle n'arrivait pas. Puis c'est un chien très doux, qui aime juste jouer, puis il était pas très gros, puis tout ça, mais ça restait quand même. Puis le chien était très obéissant. Dès qu'il voyait qu'elle était, mettons, dans la cuisine, il restait dehors. Puis quand nous, on restait dehors, ben là, il se dépêchait de rentrer pour aller manger parce qu'il avait soif et faim. Fait que là, par contre, il se tenait dehors pendant le temps qu'elle était dans la maison. Fait qu'il a senti ça, il a compris, le chien était assez brillant pour réaliser que cette personne-là avait peur de lui et il a respecté son émotion. C'était intéressant de voir le comportement du chien. Il restait dehors dans la porte puis il nous regardait de l'extérieur à travers la porte, là. Fait que c'est ça. Elle n'a pas été capable de se départir de son émotion. Pour ça, ça prend un entraînement, parfois, pour se départir par des... C'est souvent de l'hypnose là, qui peuvent réussir à désamorcer ce genre de craintes qui sont enregistrées très profondément dans le subconscient. Alors, qui était le vrai responsable de l'émotion? C'est pas le déclencheur, c'est la perception. Vous êtes bien d'accord? Avec surtout un exemple comme ça, on le voit bien. Hein? Puis souvent, on est porté à penser que c'est la situation extérieure qui est la responsable de ce que je vis à l'intérieur. Et on accuse les autres. C'est à cause de lui que je me sens comme ça, ou c'est à cause de cette situation-là. Alors en réalité, moi, l'âme, je suis la seule responsable de la création de mon émotion. Ça, c'est vraiment important de s'attribuer la responsabilité de ce qu'on vit à l'intérieur et de cesser de mettre la faute à l'extérieur. Ça, c'est une première croyance qu'il faut vraiment réussir à comprendre et à adopter, se départir de cette fausse croyance-là. Parce qu'après ça, qu'importe la situation extérieure qui se présente devant moi, je vais pouvoir rester heureuse parce que j'ai pas besoin d'être malheureuse si je perds un être cher. Dans d'autres vies, quand on va être dans un monde meilleur, on va perdre des êtres chers, il n'y aura aucun attachement, il n'y aura aucune peine. Alors, c'est toutes des fausses croyances de penser qu'il faut pleurer quand quelqu'un décède ou qu'il faut être malheureux. C'est toutes des habitudes qu'on s'est développées en rapport avec des fausses perceptions. Alors, je suis le créateur de ma réaction, mais parfois, je sens que je ne peux pas la contrôler. Parce que cette réaction est déclenchée par la situation, puis comme c'est enfoui dans mon subconscient, puis j'ai pas changé ma perception, ben oui, je serais pas capable de la contrôler à ce moment-là. À cause de ces croyances-là que la perception nous dit que c'est malheureux cette situation-là. Fait que il faut commencer à regarder quelle est la croyance à laquelle je me suis attachée qui m'amène à penser que je vais perdre mon bonheur dans telle situation. Puis de regarder, est-ce que c'est une croyance qui est véridique pour tout le monde? Si on s'aperçoit que non, c'est pas tout le monde qui sont malheureux à cause de ça, ben ça veut dire que oui, j'ai adopté une fausse croyance. On peut, avec notre intellect, se raisonner comme ça.
C'est une fausse croyance. Plus facilement s'en départir. Mais il faut au moins le réaliser que c'est une fausse croyance. Parfois, il y a des gens qui vont s'accrocher à leur fausse croyance, puis ils vont se défendre avec ça, ils vont se justifier, ils vont trouver des excuses. Ils vont se dire, je suis malheureuse parce que j'ai perdu mon mari. Je peux pas être heureuse, j'ai perdu mon mari. Ah, si tu veux la garder puis tu t'accroches à ta fausse croyance, bien, oui, ça veut dire que tu choisis de continuer de rester malheureuse. C'est ton choix. Il t'appartient, mais au moins que tu le fasses en pleine conscience. Que c'est toi qui choisis de garder ton malheur. Puis des fois, ça peut être juste par respect pour la personne chère qu'on a perdue, là. Façon de démontrer notre amour. Encore là, c'est une fausse croyance, mais ça peut nous consoler de penser comme ça. On peut continuer de choisir de rester malheureux. C'est vraiment nous qui décidons ce qu'on veut pour soi. On est maître de ce qu'on met dans notre subconscient. Mais ça peut se transformer. C'est à nous qui appartient la volonté de le changer ou de le garder. On est maître de notre esprit, de notre intellect et de nos sanskars. Ça nous appartient. J'utilise cette croyance des fois pour construire mon sens d'identité. J'ai beaucoup aimé mon mari et puis je dois le démontrer. Des fois, on peut se donner ça comme mandat. Alors, au lieu de profiter de la vie, de l'apprécier, bien, on se bat contre ce que la vie nous amène. On essaie de contrôler les situations, de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur pour pas que ça arrive, mais des fois, on n'a pas le choix. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais il faut comprendre que les situations sont extérieures à moi et les émotions sont intérieures, sont créées par moi. Puis, je suis pas en mesure d'exercer un contrôle sur le monde extérieur, mais j'ai le plein contrôle de mon monde intérieur. Fait que c'est important de rapidement lâcher prise sur ce qui fait réagir à l'intérieur de moi. Pour écouter ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi. Pour être capable de le modifier, il faut être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut prendre du temps, il faut s'asseoir, puis réaliser que je suis malheureuse, puis essayer de déterminer d'où ça vient, ce malheur-là, pour après ça examiner c'est quoi ma perception. Puis si je trouve ça vient d'où, là je peux choisir, est-ce que je le maintiens, cette façon de penser-là, ou je veux m'en départir. Et choisissez d'être bon envers vous-même. Donnez-vous la chance, le droit d'être heureux. On n'est pas venu sur Terre pour être malheureux. Vous avez ce droit de naissance d'être heureux. On nous accorde ce droit de naissance dès notre naissance. On est venu pour être heureux, pas pour être malheureux. Alors, je vais vous partager ma prochaine diapositive pour quoi faire avec l'émotion. Alors, on voit ici l'émotion. Bon, j'ai manifesté aussi au niveau de la gorge ici, mais ça peut être au niveau du cœur, au niveau du ventre. L'émotion est ressentie à travers le corps. Et tout de suite, elle va dans notre banque de mémoire. On recrée l'habitude. Et ça revient avec l'émotion. On continue de réagir et de fonctionner de la même façon. L'émotion, c'est déclenché par la banque de mémoire, puis la banque de mémoire va continuer de déclencher cette même émotion. C'est des habitudes qu'on a créées. Pour arrêter ce cercle vicieux d'aller-retour constamment entre l'émotion avec les sanskars, parce que les sanskars vont créer l'émotion, il faut aller chercher notre intelligence émotionnelle. Aller dans notre intellect pour examiner, prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi pour voir si je peux modifier cette perception-là. Et c'est là que on va pouvoir créer de nouvelles habitudes qui vont s'enregistrer dans ma banque de mémoire, qui va faire qu'on va réagir après ça différemment aux situations. On sera plus constamment
ébranlé par ce qui se passe, par tel type de situation. Il y en a des fois qui des gens qui disent ah, ça m'arrive constamment, je ne sais pas pourquoi, j'attire tout le temps les mêmes types de situations, je suis toujours perturbée, puis ça n'arrête pas de m'arriver dans la vie. Ben, tant que tu n'auras pas appris la leçon, qu'il faut changer la croyance, la vie va continuer à t'en servir. On les attire encore, parce qu'on n'a pas corrigé ça. Il faut que la vie te le présente pour que tu changes ta perception. Fait que c'est l'intelligence émotionnelle, c'est de le réaliser pour changer notre perception de la situation. Alors voilà, c'est important de prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'émotion quand elle se présente? Si on veut aller dans l'intelligence émotionnelle, on veut la faire intervenir, il faut prendre le temps de s'en servir de notre intelligence. Fait que c'est là qu'on va à l'intérieur de soi et souvent le temps de méditation, le moment qu'on s'arrête, il s'est passé quelque chose dans la journée. Dès qu'on va s'asseoir le soir pour méditer, cette émotion-là va revenir. Même si on ne l'a pas traité dans la journée parce qu'on était pris par le travail, il s'est passé d'autres choses, on n'a pas eu le temps de vraiment l'analyser à ce moment-là. Au moment de faire le vide à l'intérieur de soi, cette situation-là va revenir à votre esprit. Et c'est le temps de l'examiner, de réfléchir. Pourquoi je me suis fâchée? Pourquoi j'ai perdu le contrôle de moi? Pourquoi j'ai réagi si violemment? Alors, on se trouve être à ce moment-là dans une position d'observateur détaché de la situation. On n'est plus dans la situation, mais on est détaché de la situation. On l'observe comme si on était en perspective. Hein? J'observe mon émotion. Ou si on est complètement dans l'action, si on peut réussir à l'action se présente, c'est en train d'arriver, je me place en observateur détaché de la scène et là, je suis plus influencée par la vibration extérieure qui fait que j'arrive à ne plus être à la merci des vibrations qui se passent à l'extérieur. Parce qu'avec mon intelligence émotionnelle, je peux l'identifier. Je peux même lui donner un nom, sans me juger moi, là. Je suis pas là pour me taper sa tête puis m'en vouloir, même si j'ai haussé le ton. C'est pas grave. J'ai pas besoin d'aller chercher de la culpabilité pour autant. J'ai pas besoin de me sentir coupable de mon émotion. Tant aussi longtemps qu'on va les juger, les catégoriser, dans ce temps-là, on va s'empêcher de comprendre le message parce que nos émotions, elles sont là pour nous donner des messages. Notre corps nous parle. Hein? Écoute ton corps, comme on dit. Alors, c'est important de se libérer de la conception que nos émotions négatives, qu'elles soient positives ou négatives, c'est pas grave, c'est pas important. Elles sont utiles, ces émotions-là. Elles ont un message à nous transmettre. Fait qu'avec mon intellect, je vais être capable de l'analyser. Puis là, je peux décider de passer à l'action pour plus me laisser détourner, de rester contentée, qu'importe ce qui arrive. Dès que je sens l'émotion que j'ai été ébranlée, j'ai perdu mon bonheur, je le vois, qu'est-ce qui s'est passé? Je me place en observateur détaché, je me replace dans le contentement. C'est un niveau à adopter. C'est un choix que je fais à ce moment-là. En me plaçant complètement détaché de la situation. Et dans l'enseignement qu'on nous a donné dimanche passé, dans ce qu'on appelle les murlés, l'enseignement du matin, c'est des enseignements tellement riches. On nous a dit, pour justement arriver à s'en détacher, c'est que avec notre intellect, de dire à l'esprit, bon, on arrête de penser à ça, c'est fini, point final. Tant qu'on va continuer d'y penser, c'est des pensées perdues, on va rester ébranlé. Parce que l'esprit va continuer à générer des pensées qui sont reliées avec nos sanskars. Parce que les sanskars déclenchent ce type de pensée-là. Et là, c'est nous, avec l'intellect, dire point final. Et là, les émotions vont s'arrêter. Je mets fin à ce type de pensée-là qui m'entretient, qui m'enlise, qui me maintient dans cette perturbation. C'est le point final. On nous a donné ce beau truc-là, observateur détaché, on l'analyse,
Ça me fait perdre mon bonheur. Point final. Pas compliqué, hein? Mettez un point final. On nous dit de ne pas mettre le point d'exclamation, parce que c'est les émotions, et ni mettre les points d'interrogation. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Ça ne devrait pas être ça. Comment ça donc? Qui a dit ça? Toutes les questions, là, ça crée des pensées perdues et ça déclenche encore les émotions. De jugement, de critique, de blâme, de refus, de non-acceptation. Alors, c'est à nous de cesser les points d'exclamation et les points d'interrogation. Et c'est facile, le point, c'est très facile de mettre un petit point. Point d'interrogation, c'est compliqué à écrire. Dites-vous, point, un petit point. Même un enfant est capable de mettre un point avec un crayon. Il ne sera pas capable de faire le point d'interrogation, mais le point, c'est facile. Les enfants, on l'observe et ils l'appliquent facilement, le point final. Ils viennent de chicaner avec le petit ami qui a enlevé son petit camion, puis tout de suite après, il est encore ami avec lui, puis il joue encore. Fait qu'il n'y a pas de problème. Il met un point final à la situation, il a vite oublié ça. Nous, à mesure qu'on grandit, on dirait qu'on aime ça se torturer, les émotions. On aime ça se faire du mal. Je sais pas pourquoi on a développé ces habitudes-là. Certaines personnes arrivent à garder leur paix intérieure puis leur joie, mais d'autres ont pris l'habitude. Ça s'est ancré dans les sanskars. Fait que c'est à nous maintenant de modifier ça. C'est pas obligé d'être comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez décider aujourd'hui de mettre un point final à la situation qui crée ce type d'émotion-là. Les pensées perdues vont nous perturber. On va continuer d'y repenser puis d'y repenser. C'est inutile, on appelle ça des pensées complètement dévastatrices. On met un point final. Fait que c'est la méthode qu'on nous a donnée dans l'enseignement de la semaine passée. Alors, pour ça, ça va nous prendre une vertu en particulier qui est la motivation. Il va falloir être motivé à retrouver notre bonheur. Il y en a des fois qui se complaisent à pleurer, à être tristes, à être victimes, parce qu'ils attirent l'attention des autres, ils vont raconter leur malheur aux autres, puis les autres leur prêtent de l'attention. Puis quand ils leur prêtent de l'attention, c'est comme une forme d'amour. C'est pas de l'amour en fait qui attire, c'est de la pitié. Il y en a qui ont des cœurs très généreux, qui vont les écouter avec beaucoup de patience, puis ben ouais, je comprends, fais-toi-en pas, puis ça va passer, puis ça leur fait du bien d'avoir des gens compatissants autour d'eux. Mais vous aimeriez pas mieux avoir des gens qui sont heureux, à qui vous venez pas déverser tous vos malheurs? Il y en a qui se complaisent à être des victimes pour aller raconter tout leur malheur. Ça vous rend pas heureux, ça? Parce qu'on est à ce moment-là en train de développer le sanskar, d'être des victimes puis d'être malheureux pour attirer la pitié. On pense qu'on attire de l'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Alors, cessons d'être des victimes de ce genre-là. On a droit au bonheur, stable, constant. C'est à vous de choisir comment vous voulez vivre votre vie. Alors, il faut faire un pas de courage, il faut poser une action pour transformer ces sanskars-là. Tout de suite, avoir la pensée déterminée, je veux retrouver ma stabilité émotive, mon bonheur intérieur. Être motivé, je veux retrouver ma stabilité émotive, mon bonheur intérieur. Faut avoir cette motivation-là en soi et non plus choisir d'être la victime puis d'être malheureuse. Fait qu'il faut créer ce nouveau sanskar. On sait que l'âme, elle n'a pas de limite, elle a tout le pouvoir. C'est elle qui crée des pensées. Elle est libre de toute entrave, elle est pure, elle est naturelle, elle est neuve. C'est une énergie fluide, ça circule à l'intérieur de nous, on peut faire circuler cette belle énergie de bonheur. C'est juste avec la qualité des pensées qui déclenche l'émotion. Parce que ce que je mets sur l'écran de mon esprit, c'est ce que je vis à l'intérieur de mon cœur. Je crée ces nouvelles pensées-là, je deviens le déclencheur de mes belles émotions, agréables, qui me donnent du bonheur.
Alors, on pourrait faire un petit nettoyage de programmation de nouveaux sanskars, faire un nettoyage intérieur, de se débarrasser de tout ce qui m'est plus utile, ce qui m'éloigne de mon but, puis éliminer toute fausse croyance. À chaque fois que je ressens des émotions agréables ou désagréables, je sais que ces émotions-là font référence à des sanskars que j'ai créés dans le passé. Puis que cette émotion-là désagréable est associée à une perception négative, à des perceptions soit de jugement. Je commence par remercier mon corps qui me donne un indice, une émotion, qui me donne ce cadeau-là, de m'informer qu'il y a quelque chose qui est mal aligné dans mon esprit, là. Ma perception est erronée. J'ai une fausse croyance à corriger. Et là, je me détache de la situation dans le but de modifier la perception de la situation, être capable de la modifier. On a deux choix, influencé par la situation ou détaché de la situation. Quand on est influencé par la situation, on va se dire, c'est à cause des situations extérieures que je me sens ainsi. C'est à cause de ce qui se passe ça dans ma vie que je me sens comme ça. On met la faute à l'extérieur. Puis quand on est détaché de la situation, on se dit, je suis le seul responsable de ce que je ressens émotivement. C'est pas accuser l'extérieur, mais se voir le responsable de ce que je ressens. Ça, c'est tout de suite la bonne attitude à avoir. Quand on est influencé par la situation, on va se dire, j'ai pas le choix de me sentir ainsi, de me laisser perturber, j'ai pas le choix, c'est trop grave ce qui m'arrive. Ça, c'est se laisser influencer. Ou si je veux rester détaché de la situation, je vais dire, je choisis de rester stable, de garder mon bonheur intérieur. On a le choix. Se laisser perturber ou rester stable. Ce choix-là nous appartient. Quand on est influencé, on va se dire, je suis victime de la situation. L'autre, on va se dire, je suis maître de mon esprit. Est-ce que je suis un maître ou une victime? C'est facile à choisir, hein? Être une victime ou être un maître? Alors, choisissons de rester détaché. Là, on redevient maître à ce moment-là. On choisit de rester stable, puis on reconnaît que je suis responsable de ce que je ressens. C'est ça, rester détaché de la situation. Je reconnais que je suis responsable, je choisis de rester stable et je suis le maître de mon esprit. On a tous les pouvoirs à ce moment-là. Parce que le pouvoir, les émotions, c'est dans mon monde intérieur. C'est ce que je ressens. On sait très bien que j'ai pas le contrôle de cette situation. On n'essaie pas de contrôler, on n'essaie pas de changer les autres, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils disent. On n'a pas de contrôle là-dessus. Oui, on peut avoir un petit contrôle court mais temporaire, mais la vie va t'en présenter encore plein de gens qui vont agir comme ça parce que tu n'as pas encore compris que c'est toi qu'il faut que tu changes. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous donner des enseignements qu'on reçoit en Raja Yoga quand on est rendu au cours avancé, qui est l'introduction au Murli. Qu'est-ce que c'est les Murlis? C'est ces enseignements qu'on nous donne à tous les jours. Quand on est intéressé à poursuivre dans le cheminement spirituel, on nous donne des Murlis à tous les jours qui nous guident dans notre transformation personnelle, dans notre dharna, ça veut dire la mise en pratique. Et ce Murli-là a été donné le 11 janvier 2026, la semaine passée, dimanche passé. Et je vous ai sorti des phrases qui étaient dans le Murli pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on reçoit, nous, les brahmines, comme enseignement le matin. C'est pas obligé d'être en présence le matin, ça peut se faire sur Zoom, mais ça peut aussi se faire directement sur Internet. Mais pour ça, pour comprendre les Murlis, c'est important de prendre le cours d'introduction aux Murlis. Fait que là, je vous ai sorti des extraits qui sont quand même assez faciles à comprendre. Il y a plein d'autres choses. Des fois, les gens vont lire le Murli par eux-mêmes et vont les abandonner parce qu'ils n'ont pas été introduits, puis il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas, fait qu'ils laissent tomber.
C'est important de prendre les cours pour ça, pour pouvoir devenir habile. C'est comme si j'essayais de vous montrer des problèmes d'algèbre, puis vous n'avez pas pris la base, là. C'est des cours avant l'algèbre. Quand on était à l'école, on nous montrait des choses assez compliquées là, en algèbre, puis en géométrie, puis en toutes sortes de cours. Là. Ça prend la base. Alors, je vais vous montrer. On nous parle que le niveau de contentement, c'est pour ça que je vous ai choisi ce thème-là aujourd'hui, d'adopter le niveau de contentement, parce que j'ai eu dimanche passé ce murli-là qui parlait du contentement, qui était le titre, c'est Adopter le niveau de contentement. Alors, le niveau de contentement est toujours victorieux par rapport à une scène extérieure. Qu'importe ce qui se passe, celui qui a le niveau de contentement, qui a adopté ce niveau-là, va toujours avoir la victoire par rapport à ce qui se passe. Les situations extérieures changent sans arrêt, mais le pouvoir du contentement grandit constamment. On devient de plus en plus puissant parce que les situations extérieures vont devenir, on va le mentionner justement, que vont devenir de plus en plus critiques. Alors, ce qui se passe à l'extérieur, dites-vous, c'est passager, c'est pas permanent. On peut choisir de ne pas se laisser ébranler en se disant, bon, ben, ok, c'est grave ce qui arrive là, mais c'est passager. Même si j'ai une maladie, puis des fois, ça peut même une maladie auto-immunitaire, puis qui fait que ça peut durer le reste de ma vie, mais je peux choisir de répondre positivement à cette situation-là aussi. J'ai une expérience à vivre avec ça. Quelles que soient les situations qui viennent face à vous, à tout moment, un joyau de contentement voit la situation comme un spectacle de marionnettes. C'est intéressant qu'il nous ait dit ça comme ça. On se prend tellement au sérieux dans la vie. Pourquoi on ne regarde pas ça comme « Ah, tiens, regardons ça, c'est intéressant ce qui se passe là. » Quelqu'un bêtise, il manque de respect, il traite de nom, il t'insulte. Voilà comme un spectacle. Pourquoi se laisser ébranler? C'est l'ego qui est ébranlé, là. On peut regarder la scène, il joue son rôle. Ah ben tiens, il joue bien son rôle, là, il a vraiment l'air choqué, hein. Tu sais, de voir ça comme un spectacle. C'est une façon amusante de rester détaché. Facile. Il nous a donné ça comme truc. De voir ça comme un spectacle de marionnettes. Pour elle, le spectacle des situations extérieures est ressenti comme un divertissement. Quand on voit les situations comme ça, comme un spectacle de marionnettes, c'est plus dérangeant. S'il ne se passait rien dans votre vie, ça serait plate, hein? Autant qu'il arrive des choses, puis qu'on passe les tests avec honneur, on gradue dans ce temps-là. Pour faire l'expérience que c'est un divertissement, votre niveau devrait être toujours celui de observateur détaché. C'est la méthode, parce que si tu embarques dans la scène, tu viens d'être piégé par les vibrations, par les influences, par les émotions, puis tu vas perdre le contrôle. Mais si tu vois ça comme un divertissement, tu maintiens ton niveau, tu vas réussir à faire ça en te plaçant observateur détaché. Et je vais vous donner un exemple facile à comprendre par rapport à ça. Pourquoi ça prend le niveau d'observateur détaché? Vous êtes en train de regarder un film là, à la télé, puis il y a deux personnes qui se poursuivent. Il y en a une qui poursuit l'autre, qui est le méchant, mettons, puis qui lui tire dessus. Ben, si c'est vous, la personne qui tire dessus, parce que vous êtes dans le film, vous embarquez dans le film, vous allez vivre l'émotion, vous allez vivre la peur. Mais si vous êtes détaché, vous n'êtes pas dans le film, là. Vous êtes détaché, vous êtes juste à regarder un film dans votre salon. Aucun danger pour vous, là. Fait que placez-vous en observateur détaché, comme si vous regardiez le film de la vie devant vous. La vie vous donne un beau petit film, là. Voyez-le comme un spectacle. Baba appelait ça tantôt un spectacle de marionnettes. Quand on dit Baba, c'est le père. Hein? Il nous a dit de voir ça comme un spectacle de marionnettes. Mais pour ça, il ne faut pas être dans le film. Il faut être détaché du film. Fait que nous, on observe la scène de la vie. C'est cette grande scène-là du monde. Si on en voit un qui est en train de vouloir déclarer la guerre à l'autre, vous voyez ça comme un spectacle. Comme vous regardiez le film qui se déclare la guerre dans le film. C'est le grand film de la vie.
Et là, ça va vous permettre de rester stable. Est-ce que ça vous tente de faire une petite programmation du subconscient? Faire un petit nettoyage? Pour ça, pour faire des nettoyages, c'est un peu comme faire une méditation, mais il faut le faire comme si on programme notre subconscient pour adopter des nouvelles perceptions des situations. On va choisir de s'en libérer. OK? Alors, je vous invite à placer vos mains sur vous. Peut-être aller, bon, commencer par, s'il y en a qui veulent prendre un petit peu d'eau juste avant, je vais me permettre. C'est toujours bon, moi j'aime beaucoup. Ça me vient, j'ai comme développé ce réflexe-là à chaque fois que je viens pour méditer, de prendre de l'eau, parce que l'eau est un conducteur d'énergie. On s'installe confortablement, respire profondément, et je choisis de me tourner vers mon monde intérieur, vers la conscience. Je suis l'être conscient à l'intérieur. Si vous voulez fermer les yeux pour bien rester concentré, mais si vous vous endormez, gardez les yeux mi-ouverts. Alors, je demande à toute pensée limitante et à tout obstacle dans mon cœur qui m'empêche d'expérimenter mon bonheur intérieur, de se présenter devant moi. Je demande à toute pensée limitante et à tout obstacle qui m'empêche d'expérimenter mon bonheur de se présenter devant moi. Et je m'en libère complètement. Je demande à toutes les fausses croyances qui génèrent en moi des peurs, de l'envie, de la culpabilité, de la fausse perception de moi, de toute perception blessante que j'ai pu accumuler au cours de cette vie et même aussi au cours des vies passées, de se présenter devant moi. Je m'en libère complètement. Je demande à toutes les fausses croyances qui génèrent en moi des peurs, de l'envie, de la culpabilité, de faibles perceptions de moi, de toute perception blessante que j'ai pu accumuler au cours de cette vie et même au cours des vies passées, de se présenter devant moi. Je m'en libère complètement. Je demande à tout ce qui empêche mon cœur de recevoir l'amour de Dieu, ou appelez-le l'amour divin, de se présenter devant moi. Je m'en libère complètement. Je demande à tout ce qui empêche mon cœur de recevoir l'amour divin, de se présenter devant moi. Je me libère complètement de ces obstacles. Et j'ouvre mon cœur pour faire circuler la lumière du divin, de la source d'énergie pure, du Père de toutes les âmes. J'ouvre mon cœur pour faire circuler la lumière du divin, de la source d'énergie pure, du Père de toutes les âmes. Et j'accueille la lumière divine. Je m'emplis de son énergie bienveillante et de tout son amour. J'accueille la lumière divine. Je m'emplis de son énergie bienveillante, de tout son amour.
J'apprends à me percevoir avec le même regard que le divin pose sur moi. J'apprends à me percevoir avec le même regard que le divin pose sur moi, parce qu'il a toujours des pensées très pures et très élevées, très bienveillantes envers tous ses enfants. Je crée la pensée déterminée de maintenir mon bonheur, qu'importe la situation qui se présente devant moi. Je crée la pensée déterminée de maintenir mon bonheur, qu'importe la situation qui se présente devant moi. Si la situation dans le monde devient de plus en plus menaçante, j'entre dans cet âge de transition entre ce vieux monde de perdition, de peur et de souffrance, et je tourne mon regard vers un nouveau monde, un monde de paix, de bonheur et de la joie au-delà des sens. Je sais que ces jours de bonheur sont sur le point d'arriver et j'accepte ce qui se présente maintenant. Je suis paix, je suis amour, je suis bienveillance. Je suis et je reste complètement contentée. Om Shanti. Et je vais terminer avec un extrait du Murlé qui nous a été donné le 16 décembre 93, mais c'est ces Murlés-là qui ont été donnés dans le passé. Ils sont révisés actuellement. Alors là, je vais penser à vous partager mon écran. Alors, on nous dit dans les Murlés, ceux qui se contentent de peu font l'expérience de toutes les acquisitions. Dans le sens qu'on n'a pas besoin d'avoir plein de choses matérielles ou plein de personnes autour de nous, plein de services. On peut se contenter de peu. C'est ça qui va faire qu'on est heureux. Si on a besoin, on se crée des besoins, oui, on va se sentir en manque. Alors, on a ce qu'il faut, on a à manger, on a un toit, on a des habits, on a des amis. Alors, contentons-nous de ce qu'on a, puis pourquoi pas rester heureux avec ça. Et non pas regarder, ben l'autre ci, l'autre ça. Puis moi, je ne l'ai pas. À ce moment-là, on perd notre bonheur parce qu'on est dans un sentiment de manque. Il nous disait aussi, le contentement est le plus grand de tous les trésors. Ceux qui ont le contentement ont tout. Même des gens qui sont dans des pays qui leur manque l'essentiel, qui n'ont peut-être même pas à manger, mais si ils ont le trésor du contentement, c'est comme s'ils avaient tout. Ceux qui n'ont pas de contentement n'ont rien, bien que possédant tout. Il y a des gens qui ont tout. Plein d'argent, plein de maisons, plein de voitures, ils ont tout. Le pouvoir, la prospérité, ils sont célèbres, mais ils n'ont pas le contentement. C'est comme s'il n'y avait rien. Alors ceux qui n'ont pas de contentement ont rien, même s'ils possèdent tout. Le mécontentement dans le monde va augmenter de jour en jour. On nous prédit déjà qu'il va y avoir de plus en plus de choses perturbantes dans le monde. Par conséquent, regardez-vous. Est-ce que juste aujourd'hui, avec mon petit monde, de mes petites situations qui m'arrivent personnellement, est-ce que je suis capable de rester un joyau de contentement tout au long de la journée? Ou si je perds mon contentement pour des petites pécadilles? Imaginez quand il va arriver le gros mécontentement dans le monde, mettons une guerre mondiale, là.
On va être capable de rester contenté? Ça va être dur, on se laisse perturber par la petite affaire que l'autre nous a dit, ou on a perdu quelque chose. Si on n'arrive pas à maintenir le contentement dans notre vie quotidienne, ça va être difficile de vivre ces jours-là où il va y avoir des choses de plus en plus difficiles. Il faut rester détaché de tout ça. Il faut apprendre déjà à se détacher. Et on nous dit qu'il faut l'apprendre sur une longue période pour devenir habile, pour devenir compétent dans l'observateur détaché. Rester stable à l'intérieur. On nous habilite déjà à se préparer pour ces jours qui s'en viennent. La méthode facile pour cela est de porter attention à ce à quoi vous vous identifiez. Et là, on va se demander, c'est à quoi je dois m'identifier? Il nous a déjà dit dans un murli, qui suis-je? Je suis une âme pleinement contentée. Adoptez ce slogan-là spontanément, naturellement. Je suis une âme pleinement contentée. Dites-vous-le continuellement tous les jours, le matin en vous levant, durant la journée, à plusieurs reprises. Restez contenté. Dès que vous voyez que vous perdez un petit peu votre bonheur, revenez à ce slogan-là, à votre identité. Parce qu'il nous a dit juste avant, la méthode facile pour cela, c'est porter attention à ce à quoi vous vous identifiez. Je suis une âme, je ne suis pas un corps. Je suis une âme pleinement contentée. Pas juste un petit peu, pleinement contentée. Rappelez-vous de cette phrase qui est vraiment une identité qu'on doit conserver présente dans notre esprit. Et un autre extrait de Murley, c'est des personnes viendront et s'en iront. Il y a des gens qui vont venir dans votre vie puis qui ne vont pas rester en permanence jusqu'à la fin de vos jours, là. Ils vont venir et ils vont partir. Mais votre bonheur, lui, ne devrait jamais disparaître parce que les problèmes sont des situations extérieures. Fait qu'il y a des personnes qui vont venir, puis ils vont partir, puis il y a des problèmes qui vont venir, puis les problèmes, ils vont partir aussi. Mais il ne faut pas pour autant perdre notre bonheur. On nous disait ça dans le Murley. Le bonheur est votre bien de naissance, votre droit de naissance, et vous pouvez garder toujours ce qui vous appartient. Ça vous appartient, ce bonheur-là. C'est votre droit. C'est un bien qui vous appartient. Vous pouvez toujours garder ce qui vous appartient. C'est pas que vous l'avez pris à d'autres. C'est pas les autres qui vont vous donner votre bonheur. Il vous appartient, vous l'avez déjà en vous, cette nature d'être heureux. C'est à vous de le conserver et de le mettre en valeur, de le pratiquer. Peu importe combien les scènes changent, en étant observateur détaché, une âme contentée et stable dans son poste d'observateur détaché est en mesure de transformer chaque situation extérieure en opportunité. De ne pas voir les situations extérieures comme des obstacles, comme des problèmes, mais de les voir comme des opportunités. Ça veut dire des occasions pour renforcer votre position d'observateur détaché, renforcer votre stabilité intérieure, renforcer vos intelligences émotionnelles pour être bien en maîtrise de soi. Voyez-le comme des beaux petits tests qui vous font progresser. Et non pas, oh non, pas encore un obstacle, pas encore ça. Si vous réagissez comme ça, c'est que vous ne passez pas le test. Graduez. Restez pas en troisième année puis en quatrième année. Montez jusqu'au niveau universitaire. Réussissez. Alors, chaque situation extérieure, voyez-la comme une opportunité pour passer le test, pour vous faire grandir, pour devenir constamment stable, constamment heureux. Et ça, c'est des petites scènes de la vie. Peu importe les scènes, placez-vous en observateur détaché parce que vous êtes une âme contentée et stable quand vous êtes dans l'observateur détaché. Mais il faut adopter la position d'observateur détaché parce que si vous embarquez dans le film, ça va être stressant. Ça va être perturbant. Vous allez vivre les émotions des acteurs.
Alors, il faut s'en détacher. Et pour le murlet du 11 janvier, devenez des joyaux de contentement et propagez dans le monde la lumière du contentement. On le voit ici, les premiers qui sont près de la personne sont heureux, mais plus ils sont éloignés, plus ils sont pessimistes. Fait que, rapprochez-vous des gens heureux, ça va vous rendre heureux. Puis vous-même devenez des gens qui sèment le bonheur, qui sèment la lumière du contentement. Devenez des joyaux de contentement et propagez dans le monde la lumière du contentement. Restez contentés et rendez tout le monde content. C'est un beau mandat, hein? C'est une belle mission. Hein? Il y en a des fois qui cherchent leur mission. C'est quoi ma mission dans sa vie-là, là? Ils vont essayer de voir toutes sortes de coachs de vie. Ça serait pas une belle mission, ça? Devenez des joyaux de contentement et propagez dans le monde la lumière du contentement. Soyez des âmes lumineuses et légères. Hein, ils appellent ça en anglais double light. Je suis une âme light, ça veut dire la lumière, ça veut dire aussi la légèreté. Quelque chose qui est light, qui est léger, comme une plume. Alors, je suis une âme légère et lumineuse. Identifiez-vous à ça. Double light. Je suis une âme légère et lumineuse. Et je suis une âme constamment contentée ou pleinement contentée. Je suis un joyau de contentement. Plein d'identités que vous pouvez vous attribuer. Et plus vous vous attribuez des identités, on devient ce que l'on pense. Si vous dites « Ah, moi, ça va pas bien, ça va tout croche dans ma vie », ben, c'est ça qui va arriver. Vous attirez ça. C'est la loi de l'attraction qui s'applique parce qu'on dit ça avec des émotions. Et plus on le fait avec des émotions, plus l'univers nous entend. Dites-le avec cœur, avec conviction. Je suis un joyau de contentement. Et propagez cette lumière-là. Vous allez rendre le monde heureux autour de vous parce que le bonheur est contagieux. C'est comme la grippe, c'est contagieux. Répandez-le, semez-en du contentement. J'aimerais ça savoir s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous ont émergé dans l'esprit et que vous aimeriez partager. Ce que je pense, c'est que il faut pratiquer parce que les pensées de Sanskar vont arriver. Ça, c'est sûr qu'elles vont arriver à un moment donné. Mais il faut pratiquer puis être aux aguets, comme être calme pour pouvoir analyser, avoir l'intellect qui se met à marcher, là. Tout à fait. Chose comme ça, hein? Vraiment. C'est un beau Mm. résumé. Merci. Pour rester alerte et c'est grâce au pouvoir de notre intellect qui va nous signaler justement, à être Mm. conscient de l'émotion que je suis en train de vivre. Et là, avec mon intellect, je le réalise et là, je peux changer ma perception parce que c'est pas pour rien que j'ai déclenché cette émotion-là qui vient de mes sanskars, hein, de mes perceptions. Fait que c'est C'est, ça qu'il faut changer. ça donne bien parce qu'au début de l'année, on veut, tu sais, comme faire un renouveau. C'est une nouvelle année, on veut s'améliorer. Alors, c'est vraiment, c'est un bon timing. Oui, tout à fait. On est plus motivé, hein, à prendre des résolutions à ce moment-là en début Oui, d'année. oui. La transformation personnelle. Ben, Et on quel sent beau bien. but que de vouloir rester contenté, rester heureux. Et ce que je remarque, de rendre les autres heureux. Parce que des fois, c'est comme on se sauve nous-mêmes, Oui. mais là, on veut sauver les autres aussi. Alors ça, c'est vraiment un bon message de vie. Parfait, super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous partager quelque chose? Ça fait partie des bonnes résolutions à prendre en ce début d'année. Oui. Je suis paix, amour et bienveillance. Et plus on se dit des slogans comme ça, des devises qu'on appelle, Oui. on s'identifie à ça, ça devient, c'est comme il nous disait tantôt dans les murlets, c'est ce à quoi vous vous identifiez. Mm. C'est important de ne pas s'identifier à des choses, ah, je suis pas bonne, je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis nulle. Ça, c'est tellement des pensées néfastes qui fait qu'on perd notre bonheur automatiquement juste avec des pensées de ce genre. Alors qu'on peut tout de suite remplacer ça par
tous les beaux slogans qu'on a pu avoir aujourd'hui, hein. Je suis une âme pleinement contentée. Quel autre que vous aviez? Je suis une âme légère et lumineuse. Lumineuse, oui. Pensez au mot double light, deux fois light, hein, légère. Légère, ça veut dire qu'elle n'a pas de soucis, tout va bien, j'accepte ce qui est, je n'arrête de me préoccuper par rapport à ça, je me fais plus de soucis, il n'y a pas d'obstacles, je les vois pas comme des obstacles, je les vois comme des opportunités pour me faire grandir. Alors, je reste léger et Oui. lumineux. Je suis une âme légère et lumineuse. Je suis une âme pleinement contentée. Il y en avait une troisième. On devient ce que l'on pense. On devient ce que l'on pense et comment on doit penser. Je suis un joyau de contentement. Se voir comme un joyau de contentement. Un joyau, c'est beau, hein? Ça attire tout le monde. Fait que si vous êtes un joyau de contentement, les gens vont être attirés à vous avoir dans leur compagnie, là. Alors, je suis un joyau de contentement. Alors, on va terminer avec une petite méditation, si vous voulez bien. Juste bien s'installer, prendre un petit peu d'eau. On s'installe bien confortablement avec le dos bien droit. Je respire profondément. Et j'aime bien utiliser le mot la conscience. Et dès que je pense au mot la conscience, je me tourne automatiquement vers mon monde intérieur pour sentir l'âme qui est la conscience. Parce que quand on est dans la conscience, automatiquement l'intellect est actif, il est alerte. Parce que je suis l'être conscient. Donc, je suis la conscience. Je me place dans cette position juste au centre du front. Je garde mon attention sur l'être au centre du front qui est l'être conscient. Et je choisis de devenir le maître de mon esprit. Et si des pensées perturbantes se présentent sur l'écran de mon esprit, moi, l'être conscient, je suis en mesure de tout de suite les transformer, les modifier, les rectifier. Parce que je suis le maître de ce que mon esprit peut créer. Je le redirige dans la bonne direction. Parce que mon esprit crée des pensées qui sont reliées à ma banque de mémoire, à mes vieux sanskars. Et comme je veux modifier ma banque de mémoire, je reste alerte pour surveiller ce que mon esprit me présente sur son écran. Et grâce au pouvoir de mon intellect, je suis en mesure de les analyser et de les rediriger. Mon esprit et mon intellect collaborent. Et on appelle cela à ce moment-là, quand ils collaborent dans la même direction, on devient dans la concentration. Toute pensée que je souhaite créer, je peux le faire. Je deviens le conquérant de mon esprit, afin de n'avoir que les pensées que je souhaite avoir, que je souhaite créer. Je suis le maître de mon monde intérieur. Je reste alerte, je vérifie tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si j'ai des pensées inutiles qui se présentent, c'est ok, je les accepte. Elles font partie de mes vieux sanskars. Parce que j'ai pas encore exercé mon pouvoir de les transformer, c'est normal qu'elles se présentent. Et maintenant, l'être divin m'offre le cadeau de redevenir maître de mon esprit. Il me dit que je suis une âme à autorité toute puissante. Je m'attribue ce pouvoir. Je crée une pensée déterminée parce que la détermination est la clé du succès.
Je réalise que moi, l'âme, je suis vraiment la responsable de mon bien-être intérieur. Et de tout cœur, tout au long de la journée, je vais surveiller mes pensées afin qu'elles soient libres de toute critique, de tout jugement, qu'elles soient bénéfiques à la fois pour le soi et pour les autres, qu'elles génèrent des vibrations élevées, puissantes, bienveillantes, agréables, enrichissantes. Je m'offre le cadeau, ce titre d'être le maître de tous les pouvoirs. J'ai le pouvoir de m'adapter à toute situation, d'accepter ce qui est. Je suis un maître à l'autorité toute puissante. Et je maintiens ce niveau puissant en mettant un point final à toute pensée perturbante, toute pensée négative. Je reste contentée en toute situation. Et je m'identifie à ces pensées puissantes et élevées. Je suis une âme pleinement contentée. Je suis un joyau de contentement. Je suis une âme légère et lumineuse. Je suis une âme pleinement contentée. Je suis paix, je suis amour, je suis pleinement contentée. J'ai tout ce que j'ai besoin pour être heureux. Om Shanti. Alors, ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour adopter ce niveau de contentement. Je vous salue. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Nicole. Au Bienvenue. revoir, à la prochaine. À la prochaine.